Bonsoir. Vous êtes confortable, ça va? Pour se mettre en appétit, on vous a préparé une petite déambulation des cimes jusqu'au lac. Une improvisation, comme ce texte d'entrée. Une partie est écrite, une partie improvisée. C'est ce qu'on appelle, dans un français que je trouve quand même douteux, une performance, parce qu'on n'est pas vraiment très performant, c'est pas le but. Et donc, pour clore ce très beau festival, malgré la météo sauvage, qui a mêlé nature et littérature. La nature. La nature est la pire des paresses. Ces reliefs sont pour le promeneur un défoulement vain. Ces hautes vallées évitent à l'autochtone toute confrontation avec l'extérieur et toute prise de conscience. Le bonheur de l'homme n'est pas fonction d'air frais, d'effort, de solitude. L'homme est parole et rares sont les vachers épanouis. L'amour de la montagne, la déclinaison de ses pointes, de ses vallées, de ses refuges, de ses habitudes, l'ataraxie, la méditation, la santé, le jeu, le défi. La montagne, c'est de la tectonique, rien de plus. Il n'y a rien dans les Alpes d'essentiel, c'est du relief qui traverse l'Europe en se foutant des frontières. C'est en ville que la culture se régénère et que les alpinistes naissent. Et continuer d'emmener paître ces bêtes comme si ne rien n'était, à 2 pas du restaurant panoramique La Berneuse. L'Apfelstrudel à sa sauce vanille tiède, il coûte 9 francs 50, 6,33 €. Sous des parasols cartes d'or, torse enduit de crème solaire, Bermuda retroussée, pieds étendus sur des chaises longues, des gens admirent de gauche à droite les dents du Midi, le Mont Blanc et les aiguilles du Midi. Un lac artificiel accueillait le dimanche 24 juillet le 15e concours de pêche de la Berneuse. Une longue vue, payante, sert à lorgner la plaine du Rhône. Des panneaux informatifs traitent du lièvre variable, l'Epus timidus, les Alpes, une fontaine où coule de l'eau non potable. À l'intérieur, ça sent le magasin d'habits, c'est ventilé, c'est moquetté, on bavarde, avec à proximité une paire de jumelles, un appareil numérique et une poubelle de table ovomaltine. On dispose d'une chaise en cuir et d'un service à la table. On admire les paysages à travers la vitre. Les Alpes ont l'odeur du tabac, font un bruit de réfrigérateur, parlent anglais et ont la douce voix des serveuses que l'on croirait sélectionnées sur le faciès. Soirée couchée de soleil, thème du menu chasse et champignons, escalope de saumon à la noix de coco et sa fine sauce au citron vert et au gingembre, traduction allemande et anglaise. Me vient le tournis. Le restaurant tourne trop lentement. Les Alpes, 360 degrés en 1h30. Dans le coin jeu pour les enfants. On distribue des feuilles à colorier pour laisser papa tranquille, comme lorsqu'il rentre tard. Cela lui évite de devoir raconter ses souvenirs d'enfance à la montagne avec grand-papa, à construire des barrages, à faire des batailles, à jouer à poule au coq. Un coin jeu pour les enfants comme dans les hôpitaux, comme dans les aéroports, comme dans ces Alpes où le pâturage de Chaudemont est une piste rouge. Un vacancier hollandais photographie un vacher polonais. Une dizaine de secondes pour ajuster l'objectif, pas assez pour faire connaissance. L'un croit avoir croqué le portrait d'un autochtone authentique, lui sourit et le remercie. L'autre
Ne perds pas une minute, car un bon vachier doit traire plus de 20 vaches, matin et soir. Pas une minute à perdre s'il veut toucher son dû au noir, sa paix au lance-pierre. Des rosiers s'élèvent le long du gratte-ciel dans lequel je descends. Corolles et pétales s'appliquent contre le vitrage. L'ascenseur attend. Du gazon s'étend entre les balcons du building auquel je pends. Je m'accroche détaché mais me lâche facilement. Je m'allonge entre les buildings. Mille racines tergiversent au pied du gratte-ciel. Le soir descend. L'ascenseur monte jusqu'à la cime enrobée de lierre. Je déambule entre les buildings. Le soleil couché derrière les immeubles désaffectés. La nuit à son tour. La nuit à son tour. Peu à peu, s'étend. Le soleil se couche derrière le Jura. Il laisse au ciel une trace orange. Rouge la montagne, rose la lune, pâle la route, grise la terre, l'herbe jaune, l'eau verte, suspendue les yeux, ouvertes les pensées, tombante la nuit. L'éclairage public s'est allumé, lumineuse la banlieue, discrète l'obscurité dans les phares des voitures à l'arrêt. Dans le cadre de la fenêtre, les gens rentrent chez eux. Bientôt noir le ciel, je referme la fenêtre. Retour dans le massif du Jura, terre d'humilité, d'introspection, de contemplation, de lenteur, de douceur. Cliché. On y va enfant au Jura pour apprendre le chasse-neige, et puis ado pour les psylos. Mais on ne le comprend vraiment que plus tard. Foutaise. Les grammairiens se trompent, le Jura est féminin et les Alpes masculines. Le ciel est fermé. On ne fait qu'entendre le moteur des avions de ligne, imaginer leur destination et les occupations des passagers. Il y a des traces de petites pattes entre les bosses et des pauses en forme de trous. Un filet de lumière traverse un sapin qui goûte. Les pâturages sont en convalescence. Océan souple et laiteux. Immensité de silence. Je suis témoin du jour que les météorologues ont annoncé comme le plus froid de l'an. Une ligne de métro, 2 trains, un peu d'effort et c'est le pactole. Le gris anguleux,
contre un blanc qui enfonce jusqu'aux genoux, un blanc qui tient aux branches des prairies comme une banquise. Un vent mordant efface tout à mesure, il me givre les sourcils. Le Grand Nord, c'est la porte à côté. Mais déjà, les prémices de la nuit, un nuage d'encre sur du papier vélin. Pour une espèce vulnérable comme la mienne, il y a des raisons de s'en faire. Viser le chalet le plus proche, déneiger l'entrée, souffler. Craquer une allumette, la neige tiède se fait gluante, une sorte de méduse, elle s'éloigne des parois de la casserole. Faites-vous plaisir avec une soupe crémeuse au goût irrésistible, un sachet de soupe Knorr. J'en mélange le contenu avec un stylo blanc qui porte le logo rouge de la Société suisse des auteurs. Je souffle sur les braises, de petites cendres flottent à la surface, de la fumée dans la doublure de ma veste pour le reste de l'hiver. L'eau, la terre, l'air, le feu, le contraire d'un forfait journalier adulte pour des télésièges 8 places. Mes chaussures de marche fument sur un tas de bûches qu'il faut économiser. La nuit sera longue et froide. Le feu n'occupe qu'une infime partie de l'âtre, un âtre qui servait à fabriquer de vrais fromages du temps où le Jura était saturé de grands troupeaux et de petits paysans, du temps d'avant la reforestation. Une pâte molle, bio, nature à plan, sous vide, et un saucisson sec emballé dans du papier journal. J'y lis que Palmyre a été épargné à 80%. Les petits caractères font de belles flammes toutes bleues. Un vent glacial s'engouffre entre les battants de la lourde porte de grange. J'ai enfilé les uns par-dessus les autres tous mes habits. J'ai déroulé mon sac de couchage au plus près du feu et je tremble. Cette étable n'est pas faite pour l'hiver. Les petits paysans d'antan me rétorqueraient que le mauvais temps, ça n'existe pas. Il n'existe que de mauvais habits. Mieux vaut sautiller, mouliner des bras et ressortir. Dis-moi, toi qui vois tout de là au quai, crois ou ne crois pas ce qu'elle voit d'ici. Dis-moi, dis-moi, toi qui vois d'en haut, dis-moi pourquoi n'y parvenons-nous pas. Dis-moi, dis-moi que tout n'est pas dit. D'ordinaire, l'obscurité aiguise les sens, mais c'est l'hiver et la nature dort sous la neige. Aux alentours remuent tous les animaux dont j'ai aperçu les traces. Ah, la lune. Ah. Ah, la lune.
Pas d'odeur de résine, de mousse, de racines. Peu de chants d'oiseaux, mais le ciel s'ouvre et je distingue l'empreinte d'une espèce invasive, un serpent luisant enroulé autour du lac. On ne voit pas, mais on devine ces sols pleins d'azote, ces rivières régulées, ces forêts de rendement, ces remaniements parcellaires, ces améliorations foncières, ces surfaces de compensation écologique, au loin, comme un brasier, notre ville. Combien de jours y vivras-tu sans poser le pied dans l'herbe, du lit au plancher, de la cage d'escalier au trottoir et du trottoir à quelque part? Combien de soirées passeras-tu sous plusieurs couches de plâtre et de ciment, hors de portée du ciel et des étoiles? Combien de nuits dans cet espace de vie qui ne t'appartient pas, hauts plafonds et cheminées décoratives, des familles entre toi et la terre, des familles entre toi et le ciel, des familles que tu ne connaîtras que par le grincement de leur plancher et leur salut de cage d'escalier. La civilisation est une vie de coucou, une vie entière dans le nid d'un autre. Je vis sous un autre qui vit, sous un autre qui vit, sous une autre qui vit, sous un autre qui vit, sous un autre qui vit, comme moi. Et la vie sous un autre qui vit, sous une autre qui vit, sous un autre qui vit, sous une autre qui vit, sous une autre qui fume au balcon. Celle-ci comme moi vit sous un autre qui vit, sous une autre qui vit, sous un autre qui vit, sous un autre que moi. Moi qui comme un autre vis, comme une autre qui vit, sous un autre qui vit, sous un autre qui vit, sous une autre qui vit, sous le toit. Je vis comme un tout autre qui vit, comme un autre qui rentre chez soi. Où vivent les autres qui vivent, comme un autre qui vive, comme moi. Je vis comme un tout autre qui vit, comme un autre qui rentre chez soi. Où vivent les autres qui vivent, comme un autre qui vive, comme moi. Vive les autres, vive les autres. L'hôtel-restaurant du col du Marché-Rue est flanqué de l'étendard vaudois et de drapeaux à prière tibétain. Un Bernois venu chercher du vin à Tartenia en a profité pour revoir sa caserne à bière. La terrasse est pleine de motards en cuir, en groupe, de randonneurs en gros souliers, en veste matelassée, d'automobilistes en couple, en habit du dimanche, de cyclistes en cuissard, en chaussures casse-gueule. Une serveuse frontalière gambade de table en table. On avale trop vite un plat de pâtes de l'Armaï et trottine jusqu'au Mont-Tendre. Le petit moustachu qui charrie les piquets sur un tracteur miniature est le tenancier de la buvette. Il était concierge d'immeuble dans le Jura bernois.
Il soigne maintenant une centaine de Simmental et, à voir ses yeux, il a fait le bon choix. On suit un mur de pierre sèche qui dessine sur la crête la colonne vertébrale d'un gentil stégosaure. On traverse des forêts à myrtilles, des pâturages à chardon, et leurs noms disent la solitude des bergers. La blondinette, le bois de la dame, le creux à biche, la duchatte, le cré des danses, la Frédérique. Et on s'invite pour la nuit chez Maïté, la bergère du pré de l'au-dessous. On essaye de traire ses chèvres, on finit par couper son bois, on déguste ses beignets de consoude, on dort dans sa grange. Au réveil, le balai nerveux des hirondelles sous la charpente. Et après une tasse de lait encore tiède, on la quitte, à regret, avec une tome de chèvre et le conseil de bien regarder sur la gauche du sentier pour ne pas rater les aubépines. En redescendant sur Valorbe, on a tort de préférer le turquoise de sa piscine au gris de sa forteresse. Température de l'eau, 25 degrés. Température de l'air, 15 degrés. Au chalet du Suchet. Le patron n'est pas loquace, il n'ouvrira la bouche qu'une seule fois de la soirée. C'est quoi ces chaussettes qui sèchent sur ma terrasse? Un peu de décence, merde! Mais au petit matin, c'est différent. On le surprend seul dans sa cuisine, bonnet vissé sur le crâne. Il adore ce bouquin, 50 nuances de Grey. Il dit jouer avec les vétérans de Bonvillard. Il entraîne les juniors de Chavornay. Il parle de son frère, de son père, tous deux vachés près du chasseron. Au moment de nous quitter, il nous attrape par la main et nous frappe l'épaule. Alors moi, c'est Dominique, mais les amis m'appellent Dodo. Bonne journée, Dodo. Fin de matinée au Café Latino de Sainte-Croix. Les clients nous parlent de Max, le tenancier de l'auberge du Creux du Vent. Nous y passerons la prochaine nuit. Il aurait découpé à la tronçonneuse les parois d'un dortoir. Les écoliers faisaient trop de bruit. Il a pris 4 mois. À l'alpage de la Combat, c'est une Parisienne qui fait le service. Elle a fait l'Inde, la Bolivie, elle part bientôt en Afrique du Sud. C'est une baroudeuse, elle kiffe trop le voyage. Alors on parle avec Daniel, un retraité qui pour le coup recommande une tournée de Sinard. Au Creux du Vent, une Madeleine de Proust, la tome de Maïté dégustée au bord du gouffre, près d'une inscription gravée sur la pierre. Ici est tombé en servant sa patrie le 7 juillet 1940, dans sa 23e année, le sapeur Jean Piou de Châtel-Saint-Denis. Chez Max, à la ferme du Solia, une famille dominicaine nous sert une fondue moitié et de la musique créole. Max, pas là. Juste son écriture sur les murs. Prière de ne pas graver sur les tables sans l'autorisation du juge de paix. Au matin, en poussant la porte, on ne distingue que le sigle d'un tracteur Ford et un panneau Rivella. Il pleut. Les sentiers sont des ruisseaux. La pluie nous fait des sueurs froides. On passe à côté des aiguilles de baume sans les voir. On s'attarde au café de la gare de Noiregue. Au-dessus de la porte des toilettes, une scie peinte en rose et la mention « Gare à la scie rose ». C'est le temps idéal pour fréquenter le restaurant du col de la Tourne. La patronne nous serre la main. Il y a 4 vitrines murales saturées de médailles de tir, un portrait du général Guisan, des cloches au nom des enfants, des airs du trio de musique champêtre La Bidouille, une croûte au fromage et quelques absinthes. Et puis la bonne auberge au Bugnonnet, la maison natale de Didier Cuche. On y écoute Johnny Hallyday. On y sert un excellent cidre du Val de Rue. On y raconte l'entraînement estival du skieur. Il s'attachait à la taille un pneu de tracteur et grimpait droit en haut le long des remontées mécaniques. Et puis, le parking bondé de l'hôtel Chasseral. Une file de randonneurs devant le self-service,
le trio Mirdru, 2 accordéons, une contrebasse et une bonne centaine de retraités assoupis, sauf un, qui yodel et fait des percussions avec 2 cuillères à café. Et puis les colis du haut. Un paysan joue de la schwitzoise sur une terrasse déserte. Il est l'un des 3 musiciens du trio La Bidouille. Il s'appelle Freddy. Il s'occupe du bétail. Il connaît bien l'écrivain paysan Jean-Pierre Rochat. Son employé Raphaël a aussi travaillé pour lui. Sur la housse de l'accordéon, un autocollant « I love Red Holstein ». Dans quelques heures, je serai de retour en ville et tout sera perdu. Il ne subsistera rien de cette autre vie possible, le silence feutré, le jeu des présences et des absences, le froid, le feu, l'effort, la paix. Dans la nature, je me dissous. Je suis comblé, ravi, mais pas fécondé. C'est comme voir un film bouleversant dont je ne saurais parler. Le Jura, je l'ai eu dans les cuisses, les tympans, les pupilles. J'ai humé son air, sué sur ses courbes, siesté dans ses replats, bu son eau, mangé ses herbes. Il m'a traversé de part en part et pas une phrase, pas un mot pour dire son essence. Bon, je pourrais m'asseoir dans l'herbe et peindre des pierres à trous avec des pigments naturels. En écriture, il est plus difficile de sublimer son impuissance. Lorsque je suis dans la nature, je me recroqueville sur l'homme et donc sur moi-même. Je cache le soleil avec la main. Dans un décor digne des dieux d'autrefois, je fais mon Narcisse et ne vois que du toc, mantra tibétain, pâte de l'armaï, beignet de consoude, 50 nuances de grey, musique créole, cycle de tracteur Ford, portrait du général Guisan et accordéon schwitzois. Je note ce que je sais plutôt que ce que je sens. Les paysages défilent sur ma rétine. Je n'en retiens que les aspérités factices. Je note ce que je sais plutôt que ce que je sens. La nature résiste, refuse de s'allonger sur mon carnet, dans sa globalité, son unité. Je note ce que je sais plutôt que ce que je sens. Ce n'est pas qu'une question de lexique, c'est une erreur de perspective. Je n'ai jamais su me mettre à la place de l'herbe, de la fourmi, de la pierre. J'appréhende la nature comme un touriste, un randonneur, pire, un sportif. Plus compétents sont les chasseurs, les bûcherons, les gardes forestiers. Je me crois supérieur, car libre de la contempler sans fusil, sans hache, sans mandat, mais c'est l'inverse. Je suis orphelin de la terre, désenchanté, sans verticalité. J'entends la nuit des feuilles qui tombent du bout des branches se détacher, les feuilles de l'arbre devant ma chambre qui se déposent sur le pavé. J'entends la nuit l'écho des songes, j'entends des filles rigoler, glisser les feuilles des arbres, s'étendre entre leurs jambes, se disperser. J'entends la nuit des gens qui tremblent dans le silence murmurer. Juste en dessous devant ma chambre, on n'entend plus une feuille bouger. Perçoit la nuit un jour de chance, les feuilles qui craquent sous les pieds de celui qui le mur enjambe dans le silence. C'est détaché, c'est détaché, c'est détaché,
s'est détaché. J'entends aussi la fin des songes sur le bitume divaguer, entre les feuilles des arbres s'étendre entre deux jours, l'éternité s'est détachée. J'entends la nuit des feuilles qui tombent du bout des branches se détacher, les feuilles de l'arbre devant ma chambre qui se déposent sur le pavé, s'est détaché. Sur le pavé, s'est détaché. Je passerai ma route, je poursuivrai mon chemin vers tout ce qu'on redoute, mais qui nous tend la main. Je poursuivrai ma route, je chercherai mon chemin vers tout ce qu'on redoute, mais qui nous tend la main. Je quitterai la route, je quitterai le chemin pour tout ce qu'on redoute, mais qui nous tend la main, mais qui nous tend la main. Morges, le 31 mai 2018. Chère Naya, merci. Un prix Nobel amène son lot de surprises. 600 courriels reçus en une journée, des journalistes du monde entier qui s'intéressent à ma petite vie, des amis, des collègues de l'université ou du conseil communal qui me regardent soudain d'un autre œil, un costume en queue de pie pour aller bavarder avec le roi de Suède, un espace de stationnement spécialement réservé à ma bicyclette devant l'université, une école qui porte mon nom dans ma ville et une lettre magnifique d'une jeune fille qui s'appelle Naya. Merci de tout mon cœur. Tu as 11 ans. À un âge qui ne me rappelle pas que de bons souvenirs. Chez les scouts, c'était la catastrophe. J'avais peur de la nuit. Mes parents m'avaient inscrit à des cours d'aviron. J'avais peur de l'eau. À l'école, je posais beaucoup de questions en début d'année et puis beaucoup moins parce que j'avais peur d'être ridicule. J'étais un mauvais élève, souvent triste, amorphe. J'étais en train de doubler mon année. Pourtant, j'étais obsédé par l'idée de comprendre. Je rêvais déjà en secret de devenir scientifique. Ma mère était bien la seule à y croire. Elle répétait à qui voulait encore l'entendre que son fils recevrait un jour un prix Nobel. On riait d'elle. À l'école, un seul cours me rendait heureux, les travaux manuels. Le maître me laissait alors construire librement l'objet de mes rêves, un télescope. J'avais récupéré 2 lentilles grossissantes dans une société d'astronomie. Il me restait à construire le boîtier en bois et le trépied. Ce télescope, je l'ai toujours. Regarder dedans est assez décevant. On ne voit pas grand-chose, mais grâce à lui et grâce à toutes sortes de lectures sur Copernic, Galilée, le soleil, la terre, l'eau, soudain, je n'ai plus eu peur de la nuit, je n'ai plus eu peur de l'eau, je n'ai plus eu peur de poser des questions idiotes. Pourquoi l'eau est-elle bleue ?
Pourquoi l'eau de mer est-elle salée? Pourquoi trouve-t-on des marées là-bas et pas ici? Comprendre pour ne plus avoir peur. C'est très important. Et c'est déjà une belle raison de croire en la science. Il faut y croire absolument. Y croire ensemble, partager le savoir, lire, écrire, débattre, échanger des idées. La connaissance est un bien commun. On ne peut pas comprendre l'eau si on n'est que chimiste, ou que physicien, ou que biologiste, ou que théologien, ou que philosophe. Il faut bâtir des ponts, réunir les savoir-faire autour d'une même table. Il faut continuer à t'émerveiller. Émerveille-toi surtout de la nature. Un scientifique, c'est un homme dont le seul maître est la nature. Tâche de la comprendre, de la copier, étudie avec humilité ce qu'elle a t'enseigné au lieu d'essayer de la corriger. Prends-la en exemple. Elle, qui sait privilégier le long terme face à l'intérêt immédiat. Il faut absolument apprendre à voir loin. Rappelle-toi, aujourd'hui encore, malgré toutes nos technologies, il suffit de passer 3 jours sans eau et nous mourrons. Il faut rester humble. J'ai consacré une grande partie de ma vie à étudier les particularités de l'eau. Cette dernière conserve ses mystères malgré les chiffres, malgré les équations, malgré les mots compliqués. L'étendue bleue qui recouvre les 2/3 de notre planète reste l'une des plus grandes énigmes de l'univers. Un trésor inestimable que personne ne comprend vraiment. Ta soif de savoir n'est donc, semble-t-il, pas près de tarir. Naya. Merci infiniment pour ta lettre, pour tout ce temps consacré à la recherche, à la rencontre, au questionnement. Je te souhaite de trouver toi aussi ta voie, de continuer à chercher, à t'émerveiller, nager dans le bonheur et être sur terre comme un poisson dans l'eau. Avec toute mon amitié, le professeur Jacques Dubochet. J'avais marché des heures dans la forêt, déambulé parmi les troncs, griffé mes jambes aux ronces, glissé sur les plaques de lichen, je m'étais perdu. Dans les sous-bois escarpés, j'avais entendu fuir le chevreuil. Je m'étais assis dans l'odeur des feuilles mortes. Les fourmis étaient montées sur mes mains, mes chaussures, mon ventre. Les racines des arbres sortaient du sol. Alors, pour un instant, je m'étais senti chez moi. Je n'étais pas seul et ne le serai plus. Aujourd'hui est si beau que j'ai une pensée pour l'aveugle. Il est possible de rester muet, le métier rentre, les jours passent. Est-il normal de trouver tout si beau le matin et si laid l'après-midi même, ou inversement? Dans la vallée, on ne fait pas de politique. On vit terre à terre. On se moque qu'un Américain consomme 8 tonnes de pétrole par an. Ici, on connaît le prix de l'eau à force de l'attendre, de la détester, de la puiser, de la transporter, de la filtrer, de l'ébouillanter. Ici, avant de dépolluer la planète, on veut dépolluer les esprits. À quoi bon se plier en 4 pour un consommateur qui ne fait plus la différence entre un produit industriel et un produit sain? Non. Non, je n'arrive pas à percevoir le sens de tout ça. Je ne parviens pas à rentrer dans l'élément, à m'y épanouir, à m'y dresser, à saisir les fils tendus de toutes parts qui relient les choses. Je ne connais pas l'esprit de la matière. Je ne peux que le pressentir. La vie est une exubérance de l'inerte. Il n'y a donc pas de frontières ni de limites claires entre l'animé et l'inanimé, entre la goutte et la feuille, entre la pierre et la racine, entre les vivants et le reste, entre nos âmes et la montagne. À la caisse du téléphérique de la Guémy, une webcam montre qu'il n'y a pas de neige à 2350 mètres et c'est tant mieux pour mes chaussures de ville.
La première cabine part à 9 heures, l'aller coûte 23 francs. Il dure juste le temps d'évoquer la qualité du bleu d'un ciel de novembre et comprendre pourquoi le gypaète barbu se plaît tant ici. Un garde-faune y avait déposé des carcasses de moutons afin de l'observer de près. Le nettoyeur des alpages, comme on le surnomme, est venu, et les amoureux de la nature avec. Depuis, le patron du restaurant voisin abandonne volontiers quelques os pour fidéliser le gypaète et les visiteurs. Même l'office du tourisme de Loèche-les-Bains s'y est mis. Observation du gypaète dans son milieu naturel de 8h30 à 12h, prendre avec soi vêtements adaptés à la météo et bonnes chaussures, adulte 15 francs, enfant 6 francs, famille 30 francs, minimum 4 personnes, maximum 25. En hiver, il n'est pas rare de voir des photographes amateurs monter en cabine avec un sac plein de carcasses animales pour attirer l'oiseau rare, au risque de l'empoisonner, de le dénaturer, de l'habituer et le condamner si ses livraisons venaient à cesser. Des panneaux seront prochainement installés au départ des télécabines pour interdire le nourrissage. Chaque année dans les Alpes, plusieurs nidifications échouent à cause du dérangement causé par la chasse photographique. Impossible de lutter. La Gemmi offre le meilleur site d'observation d'Europe. On est sûr de repartir avec une photo réussie d'un gypaète évoluant dans un milieu dit naturel. Entrez gypaète et Gemmi sur votre moteur de recherche, vous sentirez un souffle léger d'authenticité, d'harmonie et de pureté. Vous verrez défiler des centaines de clichés dénués de pollution visuelle, accompagnés de légendes inspirées. Mais on devrait toujours publier côte à côte la photo de l'animal et celle du photographe en situation. On verrait alors un peloton serré de naturalistes à torse nu qui sirotent des bières tièdes. En fond, la station d'arrivée de la télécabine et le bassin turquoise des Walliser Alpentherme. Notre cabine s'ouvre, 200 mètres. C'est tout ce qu'il faut marcher pour atteindre le bord de la falaise, un cirque rocheux que le gypaète utilise comme ascenseur thermique. La commune de Loèche y a récemment tendu un câble de sécurité. Plusieurs panneaux interdisent de jeter des détritus. C'est mardi et il n'y a qu'un seul observateur. Il s'appelle Peter Keusch. Il dirige la section nature et paysage de l'État du Valais. Chapeau militaire, barbe blanche, accent suisse-allemand et sourire de celui qui a pris un jour de congé. Cette année, il a capturé un loup au piège photographique. Il se garde bien de dire où, il m'en montre des images sur l'écran de son téléphone. Peter dit que la veille, la webcam de la station a enregistré un gypaète à 10h. Il ne devrait pas tarder. De toute manière, il finit toujours par apparaître. Ici, c'est le gypaète pour les nuls. Dans l'écran, il y a un écran dans lequel on voit des gens qui regardent chacun un écran. Dans l'écran, il y a des gens qui regardent un petit écran tremblant dans lequel on voit un géant qui regarde des gens effrayants. Dans l'écran, il y a des gens qui regardent un écran dans lequel on voit des gens qui regardent chacun un écran sans penser que l'écran les regarde. Troublant. Dans l'écran, il y a d'innombrables écrans dans lesquels on voit des gens qui regardent chacun un écran sans penser que quelqu'un les regarde. Troublant. Je ne suis pas celui que tu crois voir en moi, s'avère une toute autre histoire, sans teint le miroir. Je ne suis pas celui que tu crois voir en moi, s'avère une toute autre histoire, sans fond le trou noir.
Dans l'écran, il y a des gens qui regardent à l'écran d'autres gens tremblants et suintants, sans plus penser à l'écran qu'ils regardent. Excitant. Dans les gens, il y a des gens plutôt charmants qui regardent sans cesse un écran, sans plus penser à l'écran qu'ils regardent, et ça, c'est imprudent. Dans les gens, il y a des gens qui regardent troublés et tremblants d'autres gens, sans penser que ceux-ci les regardent troublés et tremblants également, et réciproquement. Je ne suis pas celui que tu crois voir en moi, ça vers une toute autre histoire, sans teint le miroir. Je ne suis pas celui que tu crois voir en moi, ça vers une toute autre histoire, non, l'autre tiroir. Je ne suis pas celui que tu crois voir en moi, ça vers une toute autre histoire, mon œil au beurre noir. Rendez-vous à 9 heures à l'embouchure de la Venoge. Nous sommes 5 clients embarqués sur le bateau à moteur de Lionel Maumary, notre guide naturaliste. Cap sur la baie de Morges pour faire le plein au ponton du chantier naval Balmer. Nous laissons une réplique de galère à bâbord. Elle avance au moteur. Il y a sur son pont un cocktail mondain, peut-être un mariage. Pas le temps de le savoir, tout le monde s'agite pour un grèbe à cou noir à tribord. Le réservoir est plein, Lionel sort de la trappe étanche de son bateau, 2 sacs poubelles 110 litres remplis des invendus de la boulangerie de Prévrange. L'excursion peut commencer selon un procédé inventé par Lionel. Il s'agit de former au-dessus du bateau un nuage de mouettes rieuses en jetant régulièrement du pain à l'eau, puis le déplacer lentement jusqu'au milieu du lac afin d'attirer l'oiseau pour lequel on a déboursé 90 francs, le lab. On se croirait dans Les oiseaux de Hitchcock,
mais avec le bruit du moteur et diverses informations prises au vol. À 500 mètres, une mouette est capable de distinguer un morceau de pain d'un morceau de pomme. Celle qui a une ligne noire sur la queue est née dans l'année. On s'occupe comme on peut. Tiens, un goéland s'est fait broyer une patte. Tiens, une mouette plus habile que les autres parvient à attraper 3 morceaux de pain à la suite. Tiens, un vieux pain au chocolat, il est pour moi. Le moteur pétarade, il faut parler fort. Il est maintenant question d'un pouillot verdâtre miraculeusement rencontré dans la vallée de Longrain après 60 heures d'observation. Et aussi d'une nuée de centaines de cormorans en migration qui ont traversé le lac cet été. Soudain et excitation, une mouette pygmée. Peu après, une guifette. Je ne l'ai pas vue. Heureusement, Lionel l'a photographiée. Je fais défiler les clichés et zoome sur des détails que personne n'a vus à l'œil nu. Les mouettes font des bruits de cris d'enfants, de portes qui grincent, de balançoires. Prise de conscience à hauteur d'ivoire en entrant dans le petit lac. On est en train de vider un réservoir d'essence et 2 immenses sacs de pain. On se défonce les tympans, on dénature les habitudes alimentaires des mouettes, et tout cela pour avoir peut-être la chance d'observer un oiseau dont j'ignore tout, le labe. Un groupe de sarcelles frôle la surface du lac. Il tourne autour du bateau. Malgré le boucan, c'est très beau. Après 2 heures de navigation, j'ai mal au pouce à force de rompre le pain. J'ai une pensée pour Jésus-Christ. Et je m'ennuie, malgré un goéland pontique que je ne sais distinguer des autres goélands. À la pause casse-croûte, il est question du vautour, espèce disparue en Inde à cause d'un anti-inflammatoire pour bétail. On parle aussi de l'impact des éoliennes du Jura sur le Milan royal, de la Nouvelle-Zélande où s'en ira bientôt Lionel pour voir l'albatros, d'un pouillot à grands sourcils vu à Zurich et reconnu grâce à une application sur smartphone. Discret jusqu'alors, l'un des clients se met à parler. En Tanzanie, il a donné son nom au tisserand de Burnier. Il s'appelle Éric Burnier, c'est le fils de Jacques, celui qui a accompagné Robert Hénard dans sa quête du Grand-Duc. Parmi les 952 espèces d'oiseaux recensées en Europe, il y en a seulement 3 que ce monsieur n'a pas vues, le roselin tacheté, la fauvette de Chypre et un autre dont je n'ai pas retenu le nom. Je pose une question stupide et il me répond que son préféré, c'est la citelle corse. Mais toujours pas de labe. On fait demi-tour, on navigue contre le vent, contre les vagues. J'ai négligé le conseil de Lionel, s'habiller chaudement, aime les cailles. Je ne dis rien, il y a parmi nous le jeune Michael, il ne porte qu'un pull à capuche, il tremble, mais ne perd pas son sourire figé. Il sera bientôt, lui aussi, un salafiste de l'ornithologie. À moitié abruti par le vent et le bruit du moteur, je lève à peine la tête pour regarder un goéland pontique. Lionel aperçoit sur l'écran de son appareil qu'il est bagué. Il se demande par qui, moi pas. Entre Nyon et Rolle, des manoirs, de petits châteaux, des accès fermés au public, ayant droit excepté, des défenses d'entrée, des ports privés, des chemins sans issue, des chiens méchants. Nous naviguons sur un lac près duquel j'ai grandi. En vérité, pour grandir tout près de ce lac, il aurait fallu être mieux né. Je l'ai surtout admiré depuis l'A1 Genève-Lausanne, l'A9 Lausanne-Villeneuve et depuis la petite plage publique de Buchillon, devant laquelle nous passons justement. À quelques brasses de l'embouchure du Boiron, l'une des rares rives encore sauvages, nous voyons les filets, les amarres, les bouées, les rames, les drapeaux tibétains et les nasses en inox d'un pêcheur nommé Manu. Me revient aux bouches la saveur de ces filets de ferrat dégustés devant sa cabane. Là, un traquet moteux. Lionel scrute le ciel. Il dit qu'au vu de son comportement, il doit y avoir un rapace à proximité. Et c'est vrai, voilà une buse. Cet homme est épatant. On retrouve la galère au large de Morges et voilà la plage de Prévrange, son parking payant, sa plage artificielle, ses barbecues interdits. Lionel en veut surtout au stand-up paddle qui se rapproche trop près de son île, l'île aux oiseaux, la toute dernière île du Léman, une île artificielle construite à une centaine de mètres de la rive, un relais idéal pour les oiseaux migrateurs, certifiés sans prédateurs, sans chiens et sans promeneurs. L'île est devenue un haut lieu de l'ornithologie helvétique. On y a vu 230 espèces. Les migrations étant terminées, on ne verra aujourd'hui que
3 employés de la voirie qui luttent contre la renaturation de l'île et tondent les herbes hautes. J'ai détesté cette excursion. La nature, c'est pour moi la liberté. Dans ce bateau à moteur gavé de tous ces noms d'oiseaux, j'ai ressenti l'exact contraire. L'argent d'abord. La vie sauvage est gratuite. Elle n'a pas de programme, pas d'horaire, pas de tarif. Elle ne sert à rien, ne coûte rien et ne rapporte rien. C'est fait, je viens de vivre mon premier voyage organisé. Quelle différence existe-t-il en effet entre cette excursion sur le Léman et le wild business de ces épouvantables safaris en Tanzanie, Afrique du Sud ou Namibie? J'ai payé un service, attendu des prestations, un maximum d'animaux en un minimum de temps et j'ai honte. L'intermédiaire ensuite. La vie sauvage se vit et se ressent sans la médiation d'un prestataire de service. Aller seul dans la nature, c'est l'une des dernières libertés de l'homme du XXIe siècle. Pourquoi déléguer sa curiosité? Pourquoi ne pas oser ressentir le rare frisson de la trouvaille, aussi modeste soit-elle, dont on est l'unique découvreur? La gestion de la nature enfin. L'île aux oiseaux, c'est d'abord un dossier, un plan de financement, une campagne de sensibilisation, une concession dans l'aménagement du territoire, du sable et du gravier pour un demi-million de francs, des aides financières de la Confédération, du canton, des communes, des entreprises, des associations de protection de la nature et une inauguration. C'est ensuite entre un panneau didactique et une interdiction de franchir la barrière, une alignée de bancs sur une pelouse tondue et l'espoir de voir les Big Five de l'île aux oiseaux, le tourne-pierre à collier, le bécasso Sanderling, le courlis-corlieu, le grand gravelot et la sterne Kogek. Mais plus globalement, que reste-t-il dans cette région de sauvages? Aide à la reproduction, nourrissages hivernaux, régulation d'effectifs, pose de bagues et de balises, parcs nationaux, usines à chlorophylle, nature aménagée, animaux aux conserves. La nature, on l'a crainte pendant des siècles. Alors on l'a domestiquée, cultivée, modelée. Aujourd'hui, tout est sous contrôle, jusqu'au dernier bastion de la vie sauvage, comme dans la sapinière primaire de Derborance, propriété privée de Pronatura, où les arbres portent des plaquettes numérotées pour faciliter les observations scientifiques, ou dans le bois de chêne de Genolier, aménagé de sentiers didactiques où l'on peut lire ces mots « Arrêtez-vous et savourez la paix ici. Ne bougez plus, fermez les yeux et écoutez. » Je ne sais pourquoi, je ne sais pourquoi, les pattes en l'air et la tête en bas, les oiseaux tombent, les oiseaux choient, tout le monde s'en bat les ailes, et pourtant du ciel sur nos têtes, les oiseaux échoient. Il est bien clair, ça va de soi, les arbres plient et plient tant de fois, avant de rompre les arbres ploient, tout le monde s'en bat les branches, et pourtant la sève aux yeux, sous le plafond bas. Il est bien clair, un jour arrive où tout revolera en éclats. Du bout des branches, dans le ciel, un tournoi, des brilles de verre, des éclats de voix. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas, la nuit saura prendre soin de toi, te cachera, ne t'en fais pas, bientôt le jour se lève et déjà le chant des oiseaux résonne pour toi, pour toi.
Meret, Ève, tu es née il y a quelques lunes, en pleine ville, un mois où les cigognes noires et les sphinx du Liseron étaient encore en Afrique, une heure où le soleil était de l'autre côté de la terre. Tu es née naturellement. Et pourtant, dès ton premier souffle, sitôt les yeux ouverts, tu as été ébloui par la lumière blafarde d'un néon. 3 professionnels de la procréation portaient des gants et un masque. Toilette, pesée, test de réflexe, prise de sang et évacuation immédiate des sécrétions. Tu es né loin des ruisseaux, loin des montagnes, loin des forêts. Tes mains s'agitent dans le vide, tes yeux regardent intensément. Quoi ? Mystère. Tu es moins autonome qu'un oisillon du grand-duc et plus fragile qu'un petit rhinolophe. Tu es une bombe à retardement. Tu portes en toi la position assise, la position debout, le régime omnivore et les millénaires qu'il a fallu pour découvrir le feu, la roue, l'imprimerie, les technologies numériques. Tu fais de petits gazouillis, des gestes incompréhensibles, de grands mouvements de bouche. Par la lente modification du mésencéphale profond de tes ancêtres, tu appartiens à la race des primates dominants, celle qui, depuis qu'elle a quitté l'Afrique, n'a fait que détruire des écosystèmes, asservir la nature et éteindre des espèces. Plus de mammouths laineux, plus de rhinocéros forestiers, plus d'éléphants nains, plus de tigres de Tasmanie. Lentement, tu rejoueras l'évolution quadrupède, bipède. En marchant, tu t'arrêteras à la vue de chaque insecte. Tu voudras grimper aux arbres. Tu verras de beaux paysages dans leurs écorces. Tu apprendras à chanter avec les oiseaux. La montagne t'apprendra les vertus du silence. On te fera peut-être aussi lire à l'école L'appel de la forêt de Jack London. Et tu auras envie de caresser le lion de Kessel, de chasser le cachalot blanc avec Melville, de suivre les traces du lièvre de Pasilina. L'école te fera apprendre par cœur des formes de feuilles, des silhouettes d'oiseaux, du jargon de géologue, de botaniste, de zoologue, et tu ne te souviendras de rien. La nature est une école de liberté. Je redoute déjà ce jour inéluctable, implacable. Quoi ? Un animal de compagnie ? Il sera inutile de t'expliquer que l'acheter, le castrer, la servir, c'est reproduire la première perversion de l'histoire de ton espèce. C'est construire un petit zoo dans ta chambre pour caresser la vie appauvrie d'un animal domestique. L'animal ne tourne pas autour de l'homme. Il n'est pas son plus cher compagnon, sa plus noble conquête. Il est ta sœur de sang, ton frère inavoué, un double déroutant. Non seulement l'animal pense, mais il donne à penser. Quand tu seras grande, les ibis chauves survoleront à nouveau les Alpes, mais l'écrevisse à pattes blanches aura déserté nos ruisseaux. Tout sera sous contrôle. Ici, une agglomération urbaine, là des campagnes agricoles, plus loin, une réserve pour des espèces réintroduites. Si tu es lasse de cette jungle où les plus forts ne cessent de dévorer les plus tendres, si leur surface plane et froide t'oppresse, si tu cherches à reprendre ton souffle, lève les yeux au ciel. Ils seront toujours là, comme une invitation à une vie plus large. La nature est transcendance. La nature subsiste d'abord en toi, c'est cette violence qui te trahit parfois, l'animal émotif qui te fait intuitive, empathique, organique. Ce petit livre serait ravi si, en le refermant, tu ressentais tout au fond de toi une irrépressible envie de montagne, de lacs, de ruisseaux, de forêts, s'il te donnait envie de lasser de bonnes chaussures, enfiler une tenue souple et partir marcher dans la nature.
monde, toi qui ne valais rien, nous voilà bien étranges ensemble à chanter les lendemains. Oh mon monde, toi qui ne coûtais rien, ni de l'eau, ni d'air, ni d'onde en surface, ni de terre dans le jardin. Toi qui offres volontiers, souffle, souffle, donne et gronde, tu ne perds rien à essayer. Oh mon monde, toi qui ne valais rien, nous voilà bien étranges ensemble à trinquer au lendemain. Oh mon monde, toi que parcourent nos chemins, enfuis-toi loin à la ronde, cache-toi qu'on ne puisse te retrouver. Toi qui offres volontiers, souffle, souffle, donne et gronde, tu ne perds rien à espérer. Oh mon monde, nous voilà bien étrangers, nous qui n'avons que toi au monde et des lendemains à entonner. Oh mon monde, je ne serais pas étonné qu'une fois ton air à vendre, il ne s'agisse en fait du ciel entier. Toi qui offres volontiers, souffle, souffle, donne et gronde, on ne perd rien à espérer. Oh mon monde, enfuis-toi loin de nos mains. Avant que tout ne soit à vendre, cache-toi qu'on ne puisse te dépenser. Oh mon monde, toi qui partages ton destin, prends-nous dans tes bras immenses, chante pour nous consoler. Merci beaucoup. Merci à Jérôme à la régie, super. Et puis les textes, les poèmes et les chansons que vous avez entendus ce soir, eh bien, sont disponibles juste au-dessus. Voilà. Bonne soirée. Merci.